Le Grand Matin Sud Radio, 5h-10h, Patrick Roger, Judith Belair. Il est 9h18 sur Sud Radio et nous sommes en compagnie de Franz-Olivier Gisbert qui vient donc de sortir un livre sur Bernard Tapie. Bernard Tapie, leçon de vie, de mort et d'amour aux éditions Presse de la Cité. Bonjour Franz. Bonjour. Bienvenue. Julie. Alors, bonjour Patrick. Ce sont les confidences de Bernard Tapie, mais il y a un peu d'autoportrait aussi dedans. Vous parlez un petit peu de vous, mon cher Franz-Olivier Gisbert, dans ce livre quand même. J'ai fait un truc assez classique. Moi, j'ai été, nourri au lait de ceux qu'on appelle les journalistes écrivains aux États-Unis, notamment. Pour moi, c'était des personnages mythiques que j'ai connus, rencontrés, avec qui je suis même devenu ami, que je pense à Norman Mailer, Tom Wolfe, vous vous souvenez, le bûcher des vanités. Oui. Et puis, je cite toujours en France aussi François Kévègue-Lely, qui était pour moi un journaliste écrivain, je dirais presque un modèle, même si les confrères parfois le détestaient beaucoup, parce qu'évidemment, il a un talent de fou. Et je suis servi aussi de ce prétexte. Au lieu de faire une biographie, il y en a eu tellement. Je fais donc une espèce de face-à-face, où d'ailleurs, c'est le vieux truc du journaliste écrivain, parce que Norman Mailer faisait ça, Hunter Thompson aussi était le roi de je me rends un peu ridicule. Vous voyez, je suis un personnage un peu faiblard, qui pose des questions, mais c'est un peu caricatural, je crois. Je ne pense pas être tout à fait comme ça. Non, mais ce qui est intéressant dans ce face-à-face, c'est il y a une mise en scène, quoi. Vous êtes face à Tapie, il vous dit des choses. Par exemple, vous êtes engueulé. Par exemple, pour aller à la Provence, ça se passe lors d'un déjeuner, c'est ça. Il dit viens avec moi, j'ai besoin de toi. Vous lui dites je sais pas. Et puis après, j'ai pas envie, etc. Puis après, je lui fais une contre-proposition qu'il n'aime pas, et puis finalement, il accepte. Et je viens comme directeur éditorial. Il aime bien qu'on lui résiste, Tapie, justement, pour pouvoir... Non. Il y a des gens qui aimaient beaucoup qu'on leur résiste, je pense au général de Gaulle, un peu Mitterrand. Et Tapie, il aime un peu, mais pas trop. Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'est pas... vous n'êtes pas grillé si vous lui résistez, ça c'est clair. Et alors, pourquoi c'était important de faire un livre sur lui ? L'idée, c'était de le redorer son image, de le faire voir différemment pour le public. Non, c'est pas... En fait, au départ, il y a un contrat d'éditeur. Je raconte l'histoire. Je m'amuse, je fais le making-of, un contrat d'éditeur, et je devais faire un boulot de nègre, j'ai souvent fait d'ailleurs. Et vous allez nous révéler j'étais le nègre de Chaban-Delmas pour un éditeur qui n'a pas publié, et j'étais le nègre de Pierre Mendès France pour un livre qui a été publié, c'était un truc à la con, qui s'appelle d'ailleurs Dialogue avec l'Asie d'aujourd'hui, qui a été publié dans les années 70. Très mauvais livre, j'ai pratiquement écrit l'essentiel. Donc là, c'était un deal d'éditeur, quoi, en fait. Là, c'était un deal d'éditeur à un moment, vous savez, où je partais à la retraite, j'avais besoin d'un peu d'argent. Paf, on me propose ça, très bien, voilà. Donc, l'argent est allé directement aux impôts. Voilà, je vous raconte tout. Donc, après, ça a mis un temps fou, parce que tout avec Tapie devient compliqué. Donc on a mis 6 ans pour faire ce livre. Ah oui. Donc ça date, c'est un vieux des allers-retours, des fâcheries, on reprend pas, parce que en fait, c'est quelqu'un qui n'aime pas parler de lui. Donc, ça étonne en fait la plupart des auditeurs qui vous écoutent. Tapie ne pas parler de lui, il ne parle que de lui en fait, non ? Justement, c'est ça. D'ailleurs, Tapie n'est jamais celui que l'on croit. Et très souvent, il est le contraire de ce qu'on croit. C'est-à-dire, les questions personnelles, il déteste. C'est une agression, c'est une attaque. Vous voyez, quand vous le voyez, il réagit, il vous fusille du regard. Par exemple, je vous sers une petite histoire comme ça. Son fils Laurent me raconte un jour une histoire de dingue, qui est l'histoire de la petite Zora, une petite Marocaine adolescente qui a un cancer généralisé, terminal, et qui lui écrit une lettre. Il va la voir avec sa femme Dominique à l'hôpital à Boulogne-Billancourt, et il décide finalement, ils vont l'adopter pour ses derniers mois de vie. Elle sera traitée comme un de leurs enfants, tout ça avec l'accord de la famille qui est restée dans l'Est, et qui a des problèmes financiers, etc. Donc voilà, et elle va avec eux en vacances au Maroc, en vacances au sport d'hiver à la Saulce, etc. Elle est traitée vraiment comme un enfant. Puis un jour, elle va évidemment mourir parce qu'elle a un cancer très grave. Et cette histoire-là, je me souviens, quand j'ai dit, dis-moi, c'était quoi cette histoire de la petite Zora, tu pourrais m'en raconter ? Mais il me fusille de rien. Mais qui c'est qui t'a dit ça ? Comme si ça me regardait pas. Je dis, je fais un livre sur toi. Donc ça m'intéresse. C'est-à-dire qu'il n'aime pas parler de lui. Non, mais contrairement à l'impression qu'on a. En fait. Oui, c'est ça, mais d'une pudeur beaucoup plus. Alors c'est vrai que moi je reconnais que je suis assez impudique. C'est normal, je suis journaliste. Et lui, il est d'une pudeur de. Donc, si vous voulez, quand vous le décrivez comme narcissique, non, je suis désolé de vous. Enfin, il a un côté narcissique.
narcissique, mais même vous le racontez en fait à quelques reprises, quoi, où il aimait bien se montrer quand il fait de la télé sur TF1 et qui va devenir aussi. Je suis pas si sûr justement, c'est ça qui est bizarre. Je suis pas si sûr. Vous voyez par exemple, le côté chanteur par exemple, on raconte beaucoup de bêtises. J'ai bien vu quand vous regardez de près. Oh la chanson, il a fait des chansons, ça marchait pas, il s'en fout, parti ailleurs. Vous voyez. Après, vous voyez, course automobile. J'ai lu dans des biographies improbables que c'était pas vrai. Ben oui, c'est vrai. Il a fait de la course automobile, ça marchait relativement bien. Gros accident, allez, terminé, on passe à autre chose. C'est quelqu'un, et c'est pour ça qu'on dit toujours les 1000 vies. C'est pour ça que ce livre est passionnant d'ailleurs. C'est ces leçons de vie d'un personnage qui a connu d'ailleurs des tas de difficultés dans la vie. C'est la qui en connaît encore difficultés. Et j'aurais pu mettre comme sous-titre ce qui ne vous tue pas vous renforce. La phrase de Nietzsche ou d'Alexandre Le Grand aussi. Et par exemple, là au moment où on parle des grandes restructurations dans l'audiovisuel, etc., lui, il a connu la privatisation de TF1. Il était dans l'équipe de Francis Bouygues. De Francis Bouygues. Eux, finalement, n'avaient quasiment pas le moral en se disant bon, ce sera Lagardère qui aura le truc. Et c'est Tapie qui croit. Il dit oui, on va y arriver. Que tout le monde disait les données. Oui, bien sûr. Mais parce qu'il y croit. Il croit à tout. Quoi. Il croit que voilà. Et c'est ça qui est fascinant à regarder. Mais c'est même bouleversant. Sur la maladie, il se bat, mais comme un chien jusqu'au bout. Comment il va là, d'ailleurs, actuellement? Pas terrible, évidemment. C'est compliqué. Vous voyez, il va beaucoup à l'hôpital. Est-ce que vous pensez que la force de vie qu'il a, c'est une force de vie finalement totalement mentale en fait, qu'il fait tenir aussi, parce que cette maladie, il la traîne depuis des années. C'est énormément une boule d'énergie et puis un appétit de vivre incroyable. Et c'est ça, quand on parle de leçon de vie, c'est ça, parce que c'est quelqu'un qui laisse jamais passer la chance. Je dis toujours, c'est une sorte d'héritier de Sénèque, vous voyez, Sénèque qui disait il faut pas trop procrastiner devant la vie, parce que la vie elle court, elle va vite, donc et chaque seconde compte. Je ne veux pas citer les grands anciens, mais il y a aussi cette phrase merveilleuse du philosophe Marc Aurèle. Voilà, ça s'applique très bien. Et ça s'applique, voilà. Attendez, je vais vous donner une bonne leçon de vie, Patrick Roger. Elle n'est pas d'ailleurs de Tapie, elle est de Marc Aurèle, mais je trouve qu'elle s'applique bien à Tapie, et pensez-y régulièrement. Et je dis ça pour les auditeurs. Il faut vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Ça, c'est vrai. Il faut vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Vous savez, ça peut tomber à tout moment. Vivez chaque jour comme si c'était le dernier. Allez, dans un instant. Du livre aussi. Oui, absolument. Dans un instant, vous pouvez appeler 0826 300 300 pour poser vos questions. Tout à fait, pour poser vos questions à Franz-Olivier Gisbert. À tout de suite. Radio 5h10, Patrick Roger, Judith Belair. Sud Radio, il est 9h28 et on continue le petit déjeuner de l'actualité avec notre invité Franz-Olivier Gisbert au sujet de son livre Bernard Tapie, leçon de vie, de mort et d'amour aux éditions Presse de la Cité. Oui, qu'est-ce qui le fait survivre aujourd'hui, Bernard Tapie? C'est son combat judiciaire notamment? Alors on peut penser ça aussi, c'est vrai, c'est que il a besoin de combat. Il a besoin de mettre à l'abri. Oui, il a besoin de combat. C'est un boxeur. Et c'est un boxeur. Et c'est vrai que ce que la justice lui fait depuis un certain nombre d'années, franchement, c'est dégueulasse. Enfin, tous les Français l'ont compris depuis longtemps. Ils ont bien vu qu'il était arnaqué. Personne ne croit. Il a peut-être aussi un peu lui arnaqué aussi, non, de son côté. Écoutez, vous avez bien vu sur le plan pénal, en tout cas, en 2019, le tribunal de première instance l'a totalement, relaxé. C'est-à-dire, il a été blanchi. Après, je ne sais pas ce que va faire parce que c'était en appel. En ce moment, il y a un délibéré. On aura le délibéré à l'automne. Mais il a été totalement blanchi. C'est-à-dire qu'on a fait croire que l'arbitrage était frauduleux, etc. Alors qu'on voit bien qu'il a été lésé. Mais d'ailleurs, de toute façon, vous lisez les chapitres sur l'affaire Adidas. Il n'y a même pas besoin d'être très long. On a compris tout de suite. C'est du pillage, c'est du vol pur et simple. La banque s'est servi sur lui après l'avoir mis en liquidation. Enfin, le truc classique. C'est quelqu'un qui a été, broyé, littéralement broyé, puis qui a tenu et qui résiste. Et vous avez raison, c'est le combat. Oui, c'est le combat et des leçons de vie. Et il a été aussi un modèle, ce que j'ai un peu appris pour certains grands patrons à travers votre livre. Certains grands patrons. Xavier Niel, par exemple, quand il avait 25 ans, quand il regardait l'émission Ambition, c'est ça, de Tapie sur TF1. Simoncini, tous ces gens-là se sont inspirés finalement de Bernard Tapie. Tous ces gens-là sont inspirés de Bernard Tapie, c'est-à-dire qu'ils ont
ils se sont dit, mais oui, c'est possible. Mais parce que c'est un grand homme d'affaires aussi. Parce qu'il donne du rêve aussi. C'est-à-dire, il a donné du rêve à plein de gens. Il a donné du rêve à Marseille. Marseille, c'est toujours une idole, parce que ce qui s'est passé avec l'OM, personne ne peut oublier à Marseille. Et puis, il y a personne qui a repris le flambeau de l'OM, même le PSG n'y arrive pas, vous voyez ce que je veux dire, avec pourtant des moyens financiers complètement déments. Il y est arrivé. Et il a donné du rêve, et sur tous les plans. Regardez le plan du cyclisme aussi, c'est juste extraordinaire. La dernière fois que un Français a gagné le Tour de France, c'était avec Bernard Tapie, Bernard Hinault, en 1985. C'est ça qui est... Donc, il est arrivé dans des domaines toujours différents, ça marchait ou ça marchait pas, et puis il change. Donc, c'est, comment dire, une façon de vivre qui est juste, comment dire, moi, oui, ça vous fascine aussi, d'ailleurs. Oui, puis je crois que c'est comme ça qu'il faut vivre, en fait. Vous savez, la vie, je pense, rien n'est pire que de faire carrière. Moi, j'ai toujours dit aux petits jeunes, vous savez, je commence à être un vieux barbon maintenant, on me dit, papy, comment on fait pour avoir une belle vie, etc., sur le plan professionnel. Bon, le journaliste, c'est un beau métier, écrire aussi, ce que je fais, c'est aussi un beau métier, je fais 2 beaux métiers magnifiques. Je dis toujours, un seul plan, ne pas faire carrière. C'est-à-dire, ne pas écrire des livres pour rentrer à l'Académie française, pour avoir un prix littéraire, pour écrire, quoi. Écrire, oui, parce que c'est intéressant, ça m'intéresse. Faire ce qu'on a au fond de soi-même, quoi, le faire ressortir. Je suis lancé là-dessus parce que je me dis, mais c'est un cas, c'est vraiment un phénomène, c'est intéressant. Et puis je pense que ça peut intéresser des tas de gens. Même si au départ, je suis pas tapiste, vous voyez, je suis pas du tout. On a 2 étudiants tout à l'heure, on leur dira. Je viens d'un autre univers, je suis pas du tout là-dedans, moi. Comme je dis, mon modèle, c'est plutôt Giono. Et justement, pourquoi est-ce qu'un homme comme Bernard Tapie, qui a inspiré tant de vocations des grands hommes d'affaires qu'on connaît aujourd'hui, est aussi incompris? Pourquoi est-ce que c'est mal vu à ce point-là de réussir, en fait, en France, à votre avis? C'est le problème français. Et d'ailleurs, vous avez dit quelque chose de très juste. Il a servi de modèle à des grands patrons. Moi, je dirais autre chose. C'est-à-dire, quand je dis qu'il a donné du rêve, il a aussi donné de l'espoir à des tas de gens. Quand il fait ses écoles de vendeurs, moi, je trouve ça absolument extraordinaire. Souvenez-vous ça, dans les années 80. Et c'est un truc qui cartonne. Et c'est quoi son truc d'école de vendeur? Mais attends, c'est pas parce que tu as du bagou et que tu es plus malin que tu vas arriver à vendre. Un type bègue qui a un mauvais physique et qui s'exprime mal ou qui est très très timide, il peut vendre beaucoup mieux. Il y a juste des méthodes, etc. Il apprend ça, vous voyez. Donc, et c'est ça je pense que c'est une des raisons du ressort de la popularité. Et puis c'est aussi la survie professionnelle de la survie. Voilà, je suis toujours là. Quoi qu'il arrive, je tiens, dépassement de soi, etc. Donc c'est ça qui marche. Avec des défauts évidemment, mais ça, les défauts, bien entendu, tout le monde les connaît. Il y a eu ces excès, bien sûr. C'est que ça. Mais en même temps, il y a ce ressort permanent, cette énergie. Ouais, d'ailleurs, grand homme ou grande femme, est-ce qu'on peut réussir sans commettre des excès? Ou des erreurs. Ça, je crois que c'est le sujet, bien entendu. Je crois que c'est très difficile, surtout quand on est lancé comme ça, de pas, de temps en temps, oui, la voiture, quand elle roule trop vite, elle dérape. Hein. Oui, un petit peu. Oui, c'est normal, c'est normal. Mais moi, je comprends très bien ça. Je veux dire, on le fait tous. Ça vous arrive aussi de déraper les uns les autres, non? Moi, jamais. Je vois pas du tout pourquoi vous me regardez comme ça. Mais je pense que Patrick Roger... je ne sais pas, mais ça peut être possible. Mais d'ailleurs, Franz-Olivier Gisbert, parce que aujourd'hui, dans notre société, on veut qu'elle soit complètement aseptisée, justement. Oui. Tout le monde doit penser la même chose. Oui, tout le monde doit penser la même chose. Et puis surtout, il y a des listes, des gentils, les méchants. La liste des gens qu'il ne faut pas inviter à la radio, vous l'avez peut-être, on vous l'a donné. Non, mais aujourd'hui, on veut classer. Il y a les bons et les méchants. Oui, voilà, tout à fait. Et ça, c'est vrai que là-dessus, il casse les codes. Il a passé sa vie à casser les codes. Donc, moi, ce livre-là, je l'ai fait en fait en me disant, ça peut servir. Vraiment, j'ai écrit en me disant, vous voyez, il y a une forme de plaisir aussi. Je me suis dit, à un moment donné, on n'arrivait pas à faire l'autobiographie. Parce que c'était il voulait répondre à aucune question personnelle. On s'est engueulé. Ça a duré 6 ans. Il y a des hauts, des bas, mais ça, c'était plutôt et le livre, débat. Quand il a eu... Et à un moment donné, je me suis dit, voilà, on va faire ça va être... C'est lui d'ailleurs qui m'a dit, mais t'as qu'à faire le bouquin tout seul. Et je me suis dit, je vais faire quelque chose de plutôt littéraire, après lui avoir arraché quand même quelques trucs. Par exemple, son rapport à la foi, son rapport au chien, là, avec Boboy, vous voyez, le chien qui va comment dire, qui va l'aider quand le cancer arrive, parce que les animaux sont comme ça, vous savez, les animaux de genre
genre chien, chat, etc. Ils se mettent contre vous, ils essaient de prendre, est-ce qu'ils essaient de prendre la maladie, la souffrance, ou de vous transmettre de l'énergie, peut-être les deux. Et donc il y a tout ça. Tout ça, c'est des choses extrêmement on voit d'ailleurs qu'il a des personnels et des faiblesses, quoi, de Bernard Tapie. En fait, quelque part. On découvre ça. On découvre ça. Il y a des éléments dans le rapport aux animaux qui sont juste, c'est très touchant, quoi. C'est par exemple son cimetière. Il a un cimetière parce qu'il est toujours en train de bricoler avec des chiens qui sont paralysés du derrière, qui va adopter, qui va chercher dans des refuges, etc. Et puis après, il y a un grand cimetière chez lui. Ouais. Vous décrivez le portrait d'un altruiste, en fait. C'est un altruiste, Bernard Tapie. Écoutez, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est toujours le contraire de ce qu'on croit. C'est quelqu'un qui a eu une image construite, avec lui d'ailleurs, avec son aide, parce qu'il a beaucoup collaboré, il a beaucoup parlé, il s'est beaucoup exprimé. Bien sûr. Et finalement, c'est une image qui ne correspond pas à la réalité. C'est-à-dire, c'est vrai que les autres, ça compte. C'est-à-dire, moi j'ai trouvé, par exemple, dans le bilan de Bernard Tapie, il y a l'histoire des écoles, les écoles de vendeurs. Oui. C'est juste incroyable. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui a donné confiance à des gens qui n'avaient aucune confiance en eux et qui sont devenus des bons vendeurs. Oui. Est-ce qu'on a besoin d'un bon vendeur aujourd'hui ou d'une bonne vendeuse à la tête de la France, justement, pour nous faire un petit peu rêver, nous faire adopter une autre attitude, parce que on broie du noir, quoi, beaucoup dans notre pays? Oui, alors c'est amusant de voir qu'il y a quelques jours, Michel Houellebecq, qui est quand même l'apôtre du déclinisme, a fait, c'est un petit texte littéraire qui est une merveille, disant que il faudrait peut-être en finir avec le masochisme français. Et c'est vrai. Je pense qu'il y a vraiment un masochisme français. Alors, globalement, on voit bien que la société est d'élite. Il faut reprendre les choses. Ça, on rêve je veux dire, c'est toujours la même chose. On rêve d'un général de Gaulle, quelqu'un qui reprenne les choses et qui comment dire, qui pense pas se faire élire, quoi. C'est ça qu'il faut. Faut arrêter avec ces petits arrangeurs qui passent et qui pensent toujours à la prochaine élection et puis régler les problèmes. Macron, c'est un petit arrangeur. C'est pas ce que je suis en train de dire, parce qu'il y a deux phases chez Macron. Macron est très intelligent, ça c'est sûr. Je pense que les Français le voient comme ça, donc il faut jamais l'enterrer. Il est très rapide, très vif, tout ce que vous voulez. En même temps, on voit très bien qu'il y a un problème de conviction. Et il n'habite pas encore la fonction, ou la fonction ne l'habite pas. Et c'est quoi, c'est une histoire d'âge à votre avis ? Oui, il y a ça certainement. Il y a le côté stagiaire toujours qu'il a quand même. C'est toujours quelqu'un qui vient d'un peu. Non, il vient d'en dehors. Mais attendez, il a des qualités. Je suis en train de dire, il est très intelligent. Mais c'est pas tout à fait un président. C'est-à-dire un président, c'est pas quelqu'un qui dit à la télé américaine, par exemple, qu'il faut déconstruire l'histoire. Non, c'est pas un propos de président. Si vous succédez à De Gaulle, à Mitterrand, c'est pas ce que vous dites. Attendez, je suis pour la déconstruction de l'histoire. C'est aux historiens de le faire, c'est aux commentateurs, etc. Mais c'est pas au président de la République de dire on va déconstruire. C'est pas au président de la République non plus de dire que... Mais ça, il s'adapte peut-être à l'époque, non ? Oui, un peu trop. Voilà. Parce que je pense qu'un président, c'est quelqu'un qui ne s'adapte pas à l'époque. Les grandes réussites sont quand même des présidents, je pense notamment évidemment De Gaulle, mais qui allaient un peu contre le peuple sur certains points. Même Mitterrand, regardez, avec la peine de mort, il allait contre le peuple, il pensait qu'il fallait le faire comme ça. Mais là, on parle de l'esprit 5e République, finalement. On en a un petit peu à bout, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Si on a un délitement, c'est aussi, à mon avis, il y a eu un délitement de la classe politique au cours des dernières décennies. On va pas se le cacher, on sent bien. Enfin, il y a un truc qui va pas en France. Alors après, que ce soit le déclin de l'Occident, mais c'est évident, c'est pas la peine. Et regarde les chiffres, l'avenir est plutôt asiatique, du côté de la Chine et puis du côté de l'Inde qu'on oublie un peu. Oui, mais enfin, vous savez, ils ont les moyens. Et là, en ce moment, ils sont en train de lâcher du lait sur le plan démographique, ça va repartir un peu. Et de l'autre côté, il y a quand même aussi l'Inde, qui est un pays un peu très différent, mais comment dire, peut-être, qui était une espèce de bombe en plein essor, avec, l'avenir sera peut-être indien d'ailleurs plutôt que chinois, contrairement à ce qu'on pense, je ne sais pas, enfin ça on verra, mais nous c'est clair que l'avenir est un peu derrière nous, mais c'est pas une raison pour se morfondre, c'est pas une raison pour ne pas se battre, moi je pense que j'aimerais un président qui prenne des décisions fortes, en disant d'abord respect, l'école, vous voyez, reprendre les fondations, il n'y a plus de fondations aujourd'hui en France. Et est-ce que Marine Le Pen est présidentiable ? Évidemment, oui, bien sûr. Bah oui, attendez. Non, mais après, est-ce qu'elle a l'étoffe ? Je fais partie de ceux, on n'était pas beaucoup. Mais ça, c'est pas le sujet. Vous savez, il y a beaucoup de personnes dans le passé qui ont été élues présidentes, qui n'avaient pas forcément l'étoffe, ou c'était pas le moment, où ils arrivaient trop tard, etc., pour des raisons X ou Y. Mais c'est quelqu'un qui, bien entendu, il y a un courant porteur, on va pas se raconter l'histoire, et je fais partie de ceux, il y en a pas beaucoup. Je me souviens, il y a déjà 2 ans, il y avait Jean-Christophe Cambadélis, je me souviens, le socialiste, qui disait ça. Qui disait, on n'était pas beaucoup, que ça va peut-être finir par arriver. Et là,
Non, mais ça peut finir par arriver parce que la population, une partie de la population le veut, mais elle, après, est-ce qu'elle peut rentrer dans ce costume, si je puis dire? Pour l'instant, je pense pas, parce que je pense qu'elle a un programme économique qui est assez affligeant, il faut dire. Enfin, elle peut retravailler. Elle a changé beaucoup. C'est ça on voit bien. Et elle fait travailler des équipes, quoi. Oui, et puis surtout, on voit que la perspective de pouvoir, entre guillemets, approchant, elle a décidé de changer sur un certain nombre de points. Oui, parce que contrairement à son père, elle veut être présidente. Elle veut être présidente, voilà. Absolument. Elle ne rêve que de ça, c'est clair. Et donc, elle a pris les moyens. Donc, moi, je ne jure de rien. Moi, je ne suis pas, je suis pas sûr que ce soit la bonne solution pour la France. Je ne crois pas. Oui. Je ne crois pas, carrément. Mais à un moment donné, c'est possible. Oui. Et vous voyez... savez, on vit une espèce de crise générale. Oui. Crise économique. Même si on va avoir une forte relance, une grosse croissance cette année, après la chute, après la régression qu'on a eue, bien entendu, on va rattraper tout ça, donc il y aura une certaine euphorie dans le pays. Mais quand on voit les chiffres économiques, quand on se compare, c'est un peu compliqué, quoi, c'est clair. Et il faut reprendre tout ça en main. Et puis je dirais, moi surtout, c'est les piliers, l'autorité, la République, la laïcité, l'école, enfin toutes ces choses, tout ça est à reconstruire. Et je pense que là-dessus, le premier quinquennat de Macron, et c'est trop tard maintenant pour qu'il se rattrape, n'a pas été bon, quoi, c'est clair. Il a accompagné le mouvement d'élitement, et il faut qu'il se reprenne là-dessus. Oui. Et est-ce qu'à côté de ces duellistes, donc Macron-Le Pen, il peut y avoir, où vous voyez quelqu'un qui peut émerger? Bien sûr, c'est-à-dire, c'est toujours... bien sûr, c'est pas si évident, François-Olivier Gisbert. C'est toujours les mêmes conneries. Depuis le temps, je vois ça, ça fait quand même très longtemps, plus longtemps que vous. Et alors, je parle pas de Judith, elle vient d'arriver. Donc, quand vous avez une expérience, vous voyez toujours les journalistes raconter les mêmes trucs. C'est-à-dire, ils prennent le sondage et ils font comme si ça allait être la prochaine élection. Moi, j'ai remarqué une chose, c'est que les sondages, un an avant, ça ne donne rien. C'est souvent faux. Et j'ai remarqué autre chose aussi, c'est que les sondages de deuxième tour qu'on fait souvent, c'est absurde, parce que le sondage de deuxième tour, il est valable quelque temps avant l'élection, dans la dernière ligne droite. Dans la dernière ligne droite, mais avant, ça ne sert absolument à rien. Donc, ces sondages aujourd'hui ne disent pas grand-chose. Donc, vous avez des personnalités. Il y a des personnalités intéressantes. Par exemple, je pense que Xavier Bertrand, j'étais très étonné de voir que, sans être candidat, d'ailleurs à peine, il arrivait déjà à 15%. Ici, il avait dit qu'il était candidat. Non, mais même, vous avez vu, la première fois qu'il était sondé, il était à 15% tout de suite, et je crois qu'il avait à peine dit qu'il était candidat, ça a été fait dans la semaine ou dans les jours, enfin, on savait, les Français n'étaient pas vraiment au courant, parce que la déclaration de candidature de Xavier Bertrand, je pense que ça n'était pas passé au-dessus de la tête de plein de gens. Et déjà, il y avait un petit truc, 15%, c'est énorme. C'est-à-dire, il est tout près de Macron, qui sera autour de 20. Bon. Après, Valérie Pécresse. Valérie Pécresse, elle a énormément d'énergie, et c'est peut-être le moment d'une femme. Elle est courageuse, on sait alors elle dit non, elle sait dire non, enfin c'est quelqu'un, voilà, c'est peut-être quelqu'un comme ça que les Français veulent, c'est-à-dire enfin quelqu'un qui de temps en temps dise non, voilà, qui soit pas toujours en train de finasser. Après, donc vous avez des surprises, même à gauche, vous pouvez avoir une surprise, on ne sait pas, parce que par exemple Anne Hidalgo qui pour l'instant, pour l'instant elle est dans les choux, mais elle peut se faufiler à un moment donné, vous savez, tout est possible. Alors, est-ce qu'il y en a des possibilités? Il y a peu de chance pour la gauche, parce que quand on voit le rapport de force, c'est clair que la France est à droite. Mais déjà, la France à droite était à droite en 2012, elle a élu François Hollande. Donc, vous savez, un candidat peut toujours se faufiler à travers les gouttes. Et est-ce qu'il peut y avoir un candidat extérieur à cette sphère que vous venez d'évoquer, politique, qui n'est pas aujourd'hui sous les radars et qui pourrait venir de l'extérieur? Ça, franchement, je ne vois pas. Alors, je sais qu'il y a l'hypothèse Zemmour, mais elle me fait doucement rigoler, parce que je pense que, attendez, il a tout à perdre. Il perdra tout. C'est-à-dire, il vendra plus ses livres. A priori, il en a envie quand même. Il fera. Moi, je suis pas sûr. Moi, je pense qu'il va sortir un livre, et puis peut-être qu'il va nous dire après que finalement, il se présente pas. Et parce que il fera pas 10%. Il fera pas 10%. Et tout le monde le sait. Il fera entre 5 et 10. Et puis après, c'est fini, quoi. C'est sa carrière. Enfin, c'est quand même quelqu'un qui occupe énormément le paysage. Et je pense que au dernier moment, il va se dire, mais non, c'est pas possible. À moins que quelqu'un le pousse. Je sais pas. Mais je pense ça serait un acte irrationnel de sa part. Donc, donc on a parlé de Zemmour. Moi, franchement, je vois pas très bien qui pourrait surgir du paysage d'ailleurs. Les écolos, ils sont quand même dans les choux. Vous voyez toutes les mairies qui dirigent.
c'est de la vaste rigolade, enfin, quand même. Sauf qu'avant les municipales, on se disait non, mais il n'y aura pas d'écologistes à ce point-là, etc., 6 mois avant. Et puis finalement, beaucoup de mairies ont basculé. Il y avait un taux d'abstention absolument record, donc ça leur a permis effectivement de se faire élire à l'occasion. Et puis je pense que quand on voit leurs faits et gestes, je pense à Strasbourg, à d'autres mairies, on voit très bien que ça va être très compliqué pour eux. D'ailleurs, beaucoup ne seront pas réélus, vous le savez très bien. Beaucoup de ces électeurs dans les grandes villes, on ne va pas les citer toutes, mais enfin. Et avant ça, il va y avoir les régionales. Il peut y avoir beaucoup de régions qui basculent au RN. Non, je ne crois pas. Non, je crois pas. La région PACA, par exemple. PACA, ça va être très dur. Oui, je pense que Mariani a des chances très sérieuses dans les sondages. Vous n'aimez pas les sondages, mais il y a quand même 2 sondages qui viennent. Non. J'aime les sondages quand ils sont avant une élection. C'est-à-dire les sondages aujourd'hui sur les régionales, je les regarde. Vous pouvez m'interroger, vous verrez. Je regarde ça parce que ça, ce sont des bons sondages. Les gens sont en situation, etc. Le seul problème, vous avez le taux d'abstention qui peut changer la donne, puisqu'on voit bien, ça peut peut-être favoriser le RN d'ailleurs, parce qu'on voit qu'ils sont plus portés à voter, enfin d'après les sondeurs. Après, je ne sais pas, ça peut être le contraire de ce qui s'est passé au municipal. Ça peut être, je sais pas, mais c'est clair que quand vous regardez les choses de près, il y a assez peu de régions qui peuvent tomber. C'est vrai que PACA, c'est bon parce que Mariani est un ancien de l'UMP, des LR, etc., ancien ministre de Sarkozy. Bon, et c'est quelqu'un qui, en plus, qui est très implanté dans la région. Donc ça, c'est clair que ça sera plus que compliqué pour Renaud Muselier. Mais dans d'autres régions, je pense que on dit Centre-Val-de-Loire, etc. Puis ça dépend aussi de l'attitude de la gauche. Parce qu'il y a des tas de coins où c'est vrai que la gauche fera tout pour que ce soit le RN, et il y a des coins où la gauche ne fera pas ça. Et est-ce qu'il n'y a pas, peut-être aussi de la part des Français, l'idée de lancer un nouvel avertissement à la classe politique en votant justement Rassemblement National, parce que ça ne marche pas, on a essayé beaucoup de gens, donc à 1 an de la présidentielle, donc on vote Rassemblement National. Alors vous avez raison, mais vous avez vu que le Rassemblement national a fait énormément d'efforts pour s'installer, pour se normaliser, comme on dit. Donc ce que font en général les partis quand ils pensent que le pouvoir est prêt, quoi, que ça commence à sentir bon pour eux. Donc il évolue dans ce sens. Donc il devient de moins en moins il essaie de se transformer. Il devient politiquement correct. Non, parti de gouvernement, vous voyez un peu, voilà, comme ça. On voit bien, ils sont un peu dans cette logique-là. Bon, mais ça marche pas encore. Il y a des tas de gens, comme moi, qui croient que c'est encore s'ils veulent vraiment y arriver, ils ont beaucoup de travail à faire. Est-ce que c'est en surface? Non, je pense que être un parti de gouvernement, ça veut dire vraiment penser la France et avoir beaucoup de gens autour de vous qui ont travaillé les dossiers. Bon, alors une fois que j'ai dit ça, il y a quand même le passé nous a montré que un certain nombre de personnes dont on pensait qu'elles avaient travaillé les dossiers, se sont plantées magistralement parce que d'abord ils n'ont pas fait les réformes tout de suite. Il faut faire les réformes dans les 100 jours, sinon on les fait pas. Merci beaucoup, François-Olivier Gisbert. Tapie qui se livre comme jamais dans votre livre, Leçon de vie, de mort et d'amour. Roman d'aventure. Oui, c'est vrai. On peut dire un thriller, un suspense aussi. C'est un aventurier. Merci en tout cas d'être passé ce matin dans les studios de Sud Radio.